invité. On va rééquilibrer avec ce qui s'est fait ce matin, c'est qu'il y a eu beaucoup de on n'a pas pris beaucoup de questions Internet, mais il y en a SMS, pardon, mais il y en a une qui m'a paru particulièrement intéressante. On a parlé depuis hier beaucoup de régulation nationale, européenne, mondiale, etc. Donc c'est une question pour l'OCDE. Est-ce qu'une régulation mondiale pour un sujet qui évolue aussi vite est possible ? Oui et non. Je crois que... Non, mais parce que c'est difficile. Je crois que par rapport à l'IA, par rapport à l'intelligence artificielle, il faut quand même voir que c'est un marché géographiquement concentré. L'IA est développée, comme vous savez tous, dans plus ou moins 2 pays. Après, il y a quelques pays européens, dont la France, qui essaient de faire quelque chose, mais ce n'est pas au même niveau. Et après, même, ce n'est pas que concentré géographiquement, ce sont aussi que quelques entreprises et quelques universités qui sont des leaders mondiaux dans ce domaine. Donc, on prend justement des produits de l'IA et on adapte ces produits, mais à la base, le design, le développement se passe ailleurs. Ça veut dire que dans ces pays-là, s'il n'y a pas de réglementation, même si on a des accords internationaux, des standards internationaux, ça ne va pas changer tout. Il faut, mais en même temps, je crois que s'il y a une forte, un accord, 2 accords même, au sein de l'Union européenne, mais aussi au sein de l'OCDE, sur des standards justement éthiques, avec la reconnaissance des droits fondamentaux de l'homme, des travailleurs, avec des aspects qui concernent vraiment des travailleurs dedans. Ça va quand même aider des autres pays à développer probablement un cadre national pour adresser tous ces sujets-là. Donc je crois que c'est important à faire. Est-ce que je crois que ça va changer beaucoup à mi-terme, je dirais, sur le marché et sur le développement de l'intelligence artificielle même? C'est une autre question. Merci. Alors on va prendre une question. Je suis désolé, je vais frustrer des gens, je le sais. Une seule question. Voilà, essayez de faire très très court. On a 2 minutes. Donc... Oui. Bonjour, Emmanuel Gobert. Je suis employé chez Areva Ex-Orano, donc dans le nucléaire, délégué d'établissement. Donc la première chose, moi je suis un parano de l'information, donc pas de tweet par rapport à moi, pas de photos, pas de commentaires sur mon industrie, voilà. Deuxième chose, je voulais vous remercier les organisateurs pour tout ce qu'ils ont fait, pour la clarté des débats, pour ce sens du dialogue. Moi j'étais un peu frustré, donc je ne savais pas comment ça allait fonctionner tout ça. Et l'intelligence artificielle, ça me paraît un énorme débat. Alors, mon propos, c'est la disruption, le collectif, et puis c'est quoi l'intelligence. Alors, quand on regarde pour la science de ce mois-ci, il y a un édito qui dit on ne parle pas de poissons artificiels, on parle de sous-marins. Et donc, sur le biais cognitif, je pense que parler d'intelligence artificielle, ce n'est pas une très très bonne idée, parce qu'on va peut-être passer à côté de choses. Et donc, il faut qu'on fasse très attention aux mots qu'on utilise. On a parlé d'intelligence augmentée, mais je pense qu'il va falloir tourner autour de ça, parce que par rapport au droit, par rapport à plein de choses, c'est un peu compliqué. Donc on pourrait parler d'autres intelligences, mais le propos, là, je vais tourner en rond, ça va être un peu compliqué. En fait, on a une intelligence collective qui... Le meilleur moyen, c'est d'aller directement à la question. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, alors, juste démontrer qu'on a une intelligence collective côté CFDT. Si on fait un vote là aujourd'hui et qu'on dit, je vais vous poser la question, est-ce qu'on est dans une révolution ou disruption? Et à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans ou à 30 ans, on va tous lever la main. Les premiers qui enlèveront leur main, je vais dire, j'en sais rien, je m'en moque, vous enlevez votre main, et puis on descend, et puis on aura une réponse. Mais en fait, j'avais plein d'autres questions sur la liste des défis, etc. Mais bon, bref, on va faire ça, c'était ça la question, mais c'était pour une question collective. Alors donc, qui pense qu'il y a une révolution ou une disruption
sur le sujet. Tout le monde lève la main parce que vous avez forcément pas d'avis au début. Et puis si ça marche pas, que je fais un flop. Pardon ? D'accord, ben écoutez, merci. Merci pour votre contribution. Voilà, la réponse est là. Ouais. Non, mais je pense, si je reprends quand même, je pense que ça a déjà été dit un petit peu ce matin par Jean-Emmanuel Ray, mais c'est vrai, la question qui peut se poser, c'est révolution ou disruption ? Qui commence ? Qui va répondre? Révolution, disruption. Je crois qu'il y a Laurent, non ? Non. Oui. Je t'ai piégé là, non ? Non, tu ne m'as bon pas piégé. J'ai eu peur. J'ai eu à la fois des réponses entre hier et aujourd'hui sur est-ce que la place de l'humain dans les processus de décision est aujourd'hui impactée ou pas par les processus d'intelligence artificielle. Bon, ce qu'on a pu voir hier aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément une crainte pour aujourd'hui, hein, donc il n'y a pas une peur aujourd'hui dans les capacités. Hein, ce que disait Laurent Braunschweig sur la question des véhicules autonomes, le temps qu'on arrive au niveau 4 ou 5, on a encore quelques années devant nous, voire quelques décennies. Par contre, je pense que oui, la puissance de calcul, la puissance des données qui sont ramassées, on est dans une situation qui est quand même disruptive, qui est totalement différente de ce qu'on a vécu, enfin moi dans ma jeunesse, voilà, même si je peux considérer que je suis encore jeune. Voilà, non, moi je pense qu'effectivement il y a une disruption et on n'a pas conscience et on n'a pas la culture. Quand je parle de culture de la protection des données, c'est culture des questions qui étaient posées encore ce matin sur la traçabilité, sur quelle est ma présence, quelle est mon identité numérique. Pendant un certain temps, je ne savais pas sous quelle identité je me présentais sur Twitter. Voilà. Est-ce que j'étais Laurent Mailleux, simple citoyen ? Est-ce que j'étais Laurent Mailleux, président de la commission d'éthique d'ingénieurs ? Laurent Mailleux, syndicaliste CFDT ? Bon, j'essaye de m'arranger avec ces différentes cultures en matière d'identité. Mais voilà, par contre, c'est vrai que la prise de conscience des traces que l'on laisse, ça c'est, je pense, encore quelque chose qui est à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on est extrêmement fliqué ou susceptible d'être fliqué, mais on n'a pas conscience de cela quand on vit. Voilà. Donc pour moi, c'est une vraie disruption, à dire, sur je sais pas, l'ontologie, voilà, les questions fondamentales. Voilà. Mais pour le syndicalisme, en fait, il y a une question. On est à la fois dans le temps aujourd'hui, mais hier, quelqu'un, je pense que c'est notre collègue de chez Thales, il nous a interpellés sur notre capacité à anticiper. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans le quotidien d'aujourd'hui, et les luttes sociales, elles sont aujourd'hui, et dans les entreprises, ça vit aujourd'hui. Mais comment on est capable d'anticiper sur ce qui advient pour qu'on soit à minima préparé et qu'on anticipe sur les décisions qui peuvent être prises. Bien, donc réponse équilibrée. Anna, peut-être tu voulais ajouter quelque chose? Disruption ou révolution? Non. Je crois que si on parle de plateformes, de robots industriels, là, il n'y a rien de nouveau. Et ce n'est pas une disruption ou une révolution. Si on parle vraiment de l'intelligence artificielle, des grandes données, etc., du big data, là, il y a quand même une disruption. Si on croit aux chiffres de l'OCDE et aux autres que 14% des emplois peuvent être automatisés d'ici 10 ans en moyen au pays de l'OCDE, ça c'est quand même beaucoup. Je ne crois pas que c'est le cas, comme on a quand même une complémentarité entre des machines et des humains, mais ce sont des chiffres énormes, même si ça ne va pas être la réalité. Et du coup, je crois que c'est une disruption quand même, mais une disruption qui est pour l'instant mal réglementée et qui n'est pas encore forcément suffisamment comprise par les différents acteurs, dont nous aussi, et des syndicats. Donc du coup, il y a maintenant plus en plus des études des syndicats qui ressortent sur la thématique du numérique. Et je crois que là, il faut aussi
mettre des ressources syndicales aussi sur la recherche, propre recherche syndicale pour avoir une vision pour nous, pour aborder ce sujet-là, pour comprendre s'il y a une disruption, et à quelle échelle et dans quelle mesure et sur quelle branche, forcément, parce qu'il y a beaucoup de différences entre des branches. Dans quelques branches, ça ne va pas être une disruption, ça va être une continuation d'une automatisation qui est déjà là depuis 30-40 ans. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant à la conclusion par Laurent. Donc, je crois que tu as un micro. Oui, peut-être un message pour ce comité national cadre de Marie-Lise, de Anne, de Laurent, avant que Laurent propose quelque chose. Marie-Lise, donc un message, voilà. Je peux dire ce que je veux. Oui, tu es libre. Alors c'est pas forcément, c'est en lien avec ce qui vient d'être dit et qui est un sujet de préoccupation. Alors révolution, disruption. Moi, je parle aussi de mutation, de se dire que l'idée que ce que l'on vit aujourd'hui fait on change définitivement de monde et que demain sera forcément différent de ce qu'on a connu et de ce qui est vécu aujourd'hui. Et un sujet qui interroge aussi différemment le syndicalisme, c'est un risque majeur de creusement des inégalités. Et le risque de fracture lié à l'accélération et, comme le disait Anna, des chiffres qui nous dépassent nous-mêmes parfois quand on se projette et on se dit mais les métiers de demain, le fonctionnement des usines ou des entreprises, ça peut être, on est sur des hypothèses puisque c'est relativement compliqué d'avoir des éléments très avec lesquels sur lesquels on est certain. Donc l'idée étant que le chemin, on le connaît à peu près. La voie est on voit vers quelle est un peu la trajectoire, et donc on a un rôle essentiel de sécurisation au maximum de ces mutations, avec ce souci, et je réinsiste, des fractures. On parlait des gagnants, des perdants, mais il peut y avoir aussi chez les perdants des degrés très différents. Et alors c'est pas tout à fait l'objet, mais on regardait sur la situation par exemple des demandeurs d'emploi, 20% d'entre eux n'ont pas la possibilité de se servir du numérique, ni alors soit la compétence, soit les outils matériels. Et qu'on a un vrai risque sociétal et de cohésion sociale de ce point de vue-là sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Un mot d'espoir ou d'action, d'incitation? Non, je crois qu'il faut être actif, justement. Je crois que le syndicalisme se trouve pour l'instant un peu dans la passivité par rapport à ce sujet-là, mais ça change et ça bouge et on voit ça. Donc, du coup, ça doit continuer sur ce chemin-là. Je crois que du point de vue, disons, international, tous les syndicats sont confrontés au même sujet dans ce registre-là et se posent les mêmes questions comme vous et dans chaque branche. Donc, du coup, je crois qu'un échange avec vos confrères dans des autres pays sera très utile, justement, parce que les défis ne sont pas forcément très différents. Et on voit que ça nous aide aussi au niveau international, parce qu'on on cherche des bons exemples à présenter à l'OCDE, au gouvernement, etc., de l'action syndicale concrète, mais on cherche aussi des recommandations
des syndicats plus concrets qui sont vraiment plus ciblés et plus techniques, je dirais. Même si ça concerne des salaires, ça doit être comme IG Metall a fait. D'ailleurs, ils ont un accord, ils ont quand même abouti à un accord avec des propositions très concrètes sur des salaires et le temps du travail. Et ça, on peut utiliser parce qu'ils ont aussi utilisé des données scientifiques, des données économétriques pour... oui, non, c'était dans l'industrie même. C'était pas pour des travailleurs de plateforme. Mais enfin, c'est ce que je veux dire, c'est qu'un échange des syndicats en moi européens plus animé sera, et je sais que la CSE le fait déjà, le TUAC le fait déjà, mais on veut le faire beaucoup plus pour ressortir nos arguments à l'échelle internationale. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là, Anna, et qu'on a invité des syndicats hier européens, parce que justement, ça nous semble important de partager et de comprendre ce qui se passe et comment, dans d'autres contextes aussi, les syndicats agissent, parce qu'on n'a pas tout appris.